heureux à cette invitation. Vous le savez mieux que moi, le Front National et la Provence, c'est une longue histoire de confiance, puisque voici 3 décennies qu'en PACA, la PACA fait partie des régions patriotes d'avant-garde. Meilleur score obtenu aux Européennes de 1984, c'est ici même, dans les Bouches-du-Rhône, que le Front National a enregistré son premier élu au départemental en 1985. 2 ans plus tard, en mars 1986, 25 élus Front siégeaient au Conseil régional de PACA. La consécration nationale arrivait aux élections législatives, où pas moins de 9 députés alpins, provençaux et niçois faisaient leur entrée au Palais Bourbon. Les années passaient et notre mouvement continuait inéluctablement sa progression. L'élan patriote donnait à notre présidente, Marine, le meilleur score d'un premier tour à la présidentielle qu'un candidat frontiste ait jamais obtenu dans notre région. 2 mois plus tard, les Vauclusiens m'honoraient de leur confiance. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des Vauclusiens dans la salle? En 2014, 4 maires Front National furent élus et 2 sénateurs permirent pour la toute première fois au Front National de faire son entrée à la Haute Assemblée. Vous les aurez reconnus, Stéphane Ravier, bien sûr, et David Racheline, plus jeune sénateur de toute l'histoire de la République. Le Front National, en PACA, c'est aussi le premier parti aux dernières européennes, le premier parti en nombre de voix aux dernières départementales. Le Sud n'a jamais cessé de crier son envie de liberté et de changement. Il en aura fallu des manœuvres, des accords, des modes de scrutin iniques, de la diffamation et des campagnes de presse pour freiner notre ascension. Victor Hugo disait « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Je suis sûre que vous aussi, vous sentez, comme moi, que cette heure est venue. Notre heure, celle des Français, celle du courage, celle des choix et surtout celle de la vérité. Cette vérité, disait Bernanos, qui nous vaudra aujourd'hui le plus d'outrage, est probablement celle qui contribuera le mieux demain à la réconciliation des Français. Cette vérité tant malmenée qui aujourd'hui saute aux yeux de nos compatriotes, en dépit de toutes les méthodes, aussi indécentes soient-elles, comme celle de l'exhibition du cadavre d'un enfant noyé. Comment pouvons-nous tolérer la mise en scène de ces morts destinés à nous faire cesser de penser et à accepter l'inacceptable? Par le biais de la culpabilité et de la compassion, les gouvernements veulent imposer aux peuples européens une nouvelle dépossession de leur souveraineté. Une fois de plus, ce serait l'Union européenne et à M. Juncker, président de la Commission européenne et immigrationniste forcené, de nous imposer des quotas de réfugiés obligatoires. Il est vrai que Jean-Claude Juncker est un spécialiste de l'exil, mais plutôt de l'exil fiscal, d'après ce que l'on a pu constater ces derniers mois. La méthode est éprouvée. Vous ne cédez pas sous le coup de la pression du politiquement correct. Nous vous ferons céder par le cœur. C'est à cause de vous qu'il est mort, nous dit-on de manière subliminale. Comment pourrait-on se relever de telles accusations? Mais qui nous le dit? Qui nous le dit? Sinon la gauche de BHL, qui main dans la main avec Sarkozy est allée bombarder la Libye, armer et soutenir les rebelles islamistes pour ne laisser dans ce pays que le chaos et la charia. Leurs mains aujourd'hui tremblante d'émotion, est la même qui hier pointait du doigt Bachar el-Assad dans l'espoir de le voir tomber et déstabiliser le Proche-Orient. Bachar est presque tombé, nos pseudo-alliés américains et du Golfe sont presque satisfaits, mais ce sont dorénavant les enfants face contre terre sur le sable qui payent pour cette folle politique. Car cet enfant et sa famille tentaient de fuir leur pays, envahis par les hommes de l'État islamique, et l'on comprend que la perspective de mourir en mer en fuyant soit presque plus douce que de tomber entre les mains de ces monstres. Alors, qui aujourd'hui devrait culpabiliser? Est-ce nous, le peuple français, ou plutôt certaines élites qui nous administrent une leçon d'amour du prochain? La France, sous la botte européenne, est comme ses voisins, totalement démunie et impuissante, devant cette vague que nous redoutions et annoncions, nous, depuis si longtemps. Tout le monde a fait comme si elle n'arriverait jamais, ou comme si c'était une chance,
qu'elle arrive. Mais une chance pour qui? Une chance pour ces familles de déplacés qui se noient en mer, condamnés à vivre loin de chez eux. Une chance pour le Français au chômage ou le petit salarié qui va devoir encore une fois se pousser et payer pour laisser sa place. Qu'a-t-on donc à leur proposer ici? Les immigrés ne savent plus où ils habitent, mais nous non plus. Nous ne savons plus où nous habitons. Qui fera de ces nouveaux arrivants des Français? Madame Najat Vallaud-Belkacem et son école au rabais, sans histoire, sans français et sans latin? Qui leur dira les règles à respecter? Madame Taubira et son déni permanent de justice? Qui leur dira la grandeur de la France? Le stagiaire Hollande et son ami Cambadélis qui explique qu'il n'y a pas d'identité française? Qui leur donnera du travail? Monsieur Sapin, ses 2 milliards de dettes et ses 10% de taux de chômage? Qui leur apprendra à devenir de vrais citoyens respectueux de la démocratie? Monsieur Barthelone, qui s'indigne qu'un représentant politique soit invité au même titre que les autres dans une unité catholique? Qui les protégera? Monsieur Valls, qui fait des fiches sur tout le monde, tant de monde que ses services sont dépassés par le premier terroriste venu. En vérité, il suffit de cet État qui ne sait plus que surveiller sans protéger. Il suffit de ces donneurs de leçons qui traquent le dissident intérieur et sont incapables de la moindre décision diplomatique, policière ou militaire. Alors, pour bien des Français, et en particulier les habitants de la PACA, je ne serai pas complice, nous ne serons pas complices de cette vaste fumisterie. La région ne sera pas l'avant-port d'une déferlante d'immigration clandestine qui n'en est qu'à ses prémices. Notre région a déjà suffisamment souffert de la politique migratoire de la gauche et de la fausse droite, qui en a fait le laboratoire terrifiant du communautarisme, de l'islam radical, des apprentis djihadistes et de la délinquance en tout genre. Cette importation d'une immigration à bas niveau socio-professionnel qui vient la plupart du temps gonfler les chiffres du chômage et participe à nous classer comme 4e région la plus pauvre de France. Face à Christian Estrosi, qui accorde une oreille attentive à un imam radical, qui se fait condamner devant le tribunal administratif pour avoir bradé des locaux publics au bénéfice d'une mosquée UOIF, qui utilise l'argent des Niçois pour financer des associations satellites des frères musulmans, nous ne transigerons pas. Alors, contrairement à eux, je le dis clairement, nous n'irons pas acheter les voix des Français de confession musulmane. En revanche, je peux leur garantir qu'avec nous au pouvoir, ils pourront, comme tous les Français, retrouver l'espoir de voir leurs enfants sortir des cités pour réussir. Qu'avec nous, les petites bandes de racailles ne feront plus la loi dans les quartiers. Qu'avec nous, ceux qui veulent travailler pour s'en sortir auront autre chose que la perspective de la queue chez Pôle emploi. Qu'avec nous, les pressions des groupuscules religieux les plus extrémistes ne seront jamais tolérées. De sortir ces élus qui, pour assurer la pérennité de leur mandat, se rendent complices du pire des clientélismes. Et le moins que l'on puisse dire est que les socialistes ont la générosité facile lorsqu'il s'agit de dépenser votre argent. 150 millions d'euros de subventions aux associations rien que sur l'année 2015, avec des choses pour le moins étonnantes, comme à Forcalquier, ville du candidat socialiste Castaner, où le montant des subventions par habitant est de 150 €, 4 fois plus que la moyenne régionale. Ou encore les 45 000 € accordés à l'association des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône. Et croyez-moi, le copinage ne s'arrête pas là. Les socialistes sont actuellement en train de signer à marche forcée des contrats d'équilibre territoriaux afin d'assurer et de verrouiller des dépenses avec les agglomérations amies dans les années à venir. Des embauches pléthoriques avec plus de 36% d'augmentation de dépenses de personnel sur la mandature. Sans oublier les copains, puisqu'aujourd'hui, et on dénombre 15 vice-présidents, tous choyés aux frais du contribuable. Par ce temps de crise, ce sera à nous, les élus, de faire les premiers efforts. Les voyages, les dépenses de communication, les frais de réception, les voitures et logements de fonction devront être réduits au strict nécessaire. Fini les projets pharaoniques censés flatter
flatter les égos de nos parents locaux, comme la Villa Méditerranée, qui a coûté près de 60 millions d'euros d'investissement et coûte 4,4 millions d'euros en fonctionnement chaque année. Alors que le Conseil économique, social, environnemental et régional s'interroge encore sur, je cite, sa vocation et son utilité. Une interrogation partagée lorsque le Conseil régional de M. Vauzel, accompagné d'ailleurs du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, finance à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros une exposition pédopornographique à la friche dans la Belle de Mai. Je vous épargnerai le détail de ces scènes obscènes qui livrent des corps d'enfants à la pire infamie. Il me vient alors la citation de saint Augustin. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Je pense comme moi que vous n'approuverez jamais ce type de dépenses et que vous n'appréciez pas que vos impôts servent à financer les délires d'esprit manifestement dérangés. Un bel exemple d'une politique culturelle socialiste, Fleur Pellerin elle-même, ministre, s'est rendue sur place et n'a manifestement rien trouvé à redire. La réponse est toujours la même. L'art, c'est transgressif. L'art, c'est la transgression. Mais non, l'art, ça n'est pas nécessairement la transgression. Il a surtout vocation à toucher l'âme et à sublimer le monde. Pour cela, pas besoin d'explications fumeuses ou de diplômes censés nous aider à comprendre cet art d'élite inaccessible. L'œuvre d'art devrait pouvoir plaire aux moins instruits d'entre nous, car la beauté, elle est universelle. 10 bobos qui font semblant. 10 bobos qui font semblant de s'émerveiller devant 2 points rouges sur une toile, car le marché de la spéculation aurait décrété que cet artiste avait de la valeur, n'est pas franchement ma conception d'une politique culturelle digne de ce nom. Le travail, le talent de nos artistes contemporains doivent être les seuls critères de soutien et non l'idéologie de l'absurde qui conduit à déverser des sommes dans des expositions inversement proportionnelles au nombre de leurs visiteurs. Nous serons les soutiens d'une culture populaire où notre patrimoine et notre identité seront mis en valeur. Nos monuments, notre histoire pétrifiée, qui sont à la fois notre mémoire et notre richesse, qui fascinent le monde entier, doivent être au cœur de notre projet régional. Des millions, encore des millions, toujours des millions, qui nous conduisent à la coquette somme de 2,6 milliards d'euros de dettes pour la fin 2015 en région PACA. Avec une augmentation de 550 millions d'euros en 2 ans. Un dérapage dont les UMP sont complices, eux qui votent près de 80% des délibérations avec la gauche. Et comme à l'UMP ce sont des petits marrants, Renaud Muselier, tête de liste UMP dans les Bouches-du-Rhône, nous affirme que ce sont, d'après ce qu'ils disent, de bons gestionnaires, je cite. C'est rassurant, surtout lorsque l'on sait que l'encours de la dette de Nice et de sa métropole a augmenté de près de 80% depuis 2008. Et que la dette du Conseil général, sous la présidence d'un certain monsieur Estrosi, a été multipliée par 7. Par 7. Je vous laisse imaginer ce que cette bonne gestion donnerait à l'échelle de la région. Je ne sais pas si ça vous tente, mais pas moi en tout cas. Voilà d'ailleurs l'erreur fondamentale de ces élus. La région ne doit pas être gérée à la petite semaine, mais dirigée. Il nous faut une région politique, et non une région boîte aux lettres de l'Union européenne. Plutôt que de s'éparpiller dans tous les sens, il va nous falloir redéfinir des priorités, au premier rang desquelles le développement économique, compétence phare de la région, qui manifestement ne passionne pas la gauche au pouvoir au regard du budget alloué. 100 millions d'euros sur un budget de plus de 2 milliards. Nous ferons de la région non pas un substitut, mais un partenaire du secteur privé, avec pour objectif le conseil et le soutien prioritaire à nos TPE, à nos PME et à nos PMI. Les dispositifs actuels sont sous-budgétés, trop nombreux, illisibles et inaccessibles pour l'immense majorité des petits patrons. Nous simplifierons les dispositifs pour les regrouper sur un fonds de soutien aux TPE-PME accessible, lisible, sous la direction d'un élu chef d'entreprise expérimenté qui saura orienter cet outil pour le rendre efficace.
Il faut davantage répondre aux demandes de recrutement des entreprises par une formation plus ciblée, par un meilleur contrôle des organismes de formation et par l'anticipation des besoins de demain, notamment dans les filières sanitaires et sociales, pour l'accompagnement de nos aînés qui ont tant besoin de nous. La gauche sortante ne se passionne pas non plus pour les agriculteurs. Seul 1% du budget régional est destiné à l'agriculture. J'étais bouleversée en écoutant avant-hier le témoignage d'une éleveuse désemparée dont la voix trahissait la détresse, expliquant au terme d'une journée de mobilisation qu'elle avait le sentiment qu'on lui demandait, je cite, de retourner crever dans sa ferme. Sa ferme en question est en redressement judiciaire depuis janvier et sa famille est réduite à manger les légumes du voisin. Une famille, comme tant d'autres, qui se lèvent tous les matins pour perdre de l'argent. Cette France qui ne vit pas sur le dos des contribuables et ne demande rien d'autre que de pouvoir vivre de son travail, avec un peu de considération. Là est la vraie misère. Les plus grandes souffrances sont muettes. À nous d'entendre le cri sourd de cette France rurale et périphérique laissée pour compte. Eux qui n'ont droit ni à l'intérêt, ni à la compassion que suscitent les banlieues, pourtant situées dans des bassins d'emploi bien desservis et arrosés de millions d'euros de la politique de la ville. Eh bien, dans notre région, c'est eux que nous choisirons, cette France des oubliés. Nous accompagnerons ces agriculteurs dans leurs investissements pour développer des revenus complémentaires avec d'autres activités, pour la reprise d'exploitation, pour la transmission d'exploitation. Nous favoriserons l'achat de leurs produits à travers les marchés publics de nos administrations et des cantines scolaires. Je ne ferai pas du 100% bio dans les cantines, comme le propose M. Castaner, dans un beau slogan de campagne, si cela équivaut à acheter du bio, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment, aux Italiens, à l'Amérique latine ou au Maghreb. Au passage, j'espère que M. Castaner ne sera pas trop accaparé par le deuxième volet de la loi Macron, dont il a été le rapporteur, remarquable symbole de cette gauche, vendue aux règles de la dérégulation de l'Union européenne. Avec notre exécutif, la région sera le rempart de nos agriculteurs face au péril de la mondialisation et de l'Union européenne. Le rempart de la France périphérique et rurale qui, une fois de plus, est la grande perdante de la réforme territoriale. La qualité de vie de ces Français nous importe au premier plan. Nous nous battrons pour le maintien des dessertes ferroviaires et des services publics. L'égalité républicaine, dont on entend tant parler, c'est aussi l'égalité des territoires. Et donc une politique de transport ambitieuse et exigeante. Nous dirons stop aux projets coûteux et de toute façon infaisables, tels la ligne à grande vitesse Marseille-Nice, et nous nous concentrerons sur la rénovation et l'optimisation de l'existant, ainsi que sur des grands projets avec l'Italie, permettant notamment le désenclavement des Alpes. J'ai découvert hier, dans la presse, que Christian Estrosi propose la création d'une police ferroviaire régionale. Je suis très flattée de constater que M. Estrosi s'est replongé dans le programme du Front National des années 2010. Alors qu'il ait lu mes interviews de la semaine dernière dans les journaux locaux. Je me félicite qu'il redécouvre, grâce à nous, les vertus d'une police de terrain sur les secteurs à risque, lui qui a appartenu à un gouvernement, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, responsable de la suppression de près de 12 500 postes de policiers et gendarmes au niveau national. Alors, même si la sécurité n'est pas une compétence première de la région, nous serons une majorité qui soutiendra toutes les initiatives allant dans le bon sens. Une politique qui compensera, tant que faire se peut, le laxisme de Christiane Taubira. Notre région sera le frein à la folle politique insécuritaire de la gauche. Nos maires ont montré qu'il était possible de faire autrement, possible de tenir ses promesses. Il y a 3 jours, Christian Estrosi, encore lui, au milieu de 2 ou 3 mensonges sur Europe 1, expliquait que j'étais entrée en politique par admiration pour Jean-Marie Le Pen, donc que mes raisons étaient forcément mauvaises. Alors oui, c'est vrai, j'ai admiré et j'admire le courage de penser autrement, le refus de mourir avec le sourire, la volonté de ne pas baisser les yeux quand les puissants vous enjoignent de les baisser du haut de leur diplôme et de leur carte de visite surchargée, l'envie de se regarder, l'envie
place le matin, plutôt que de vivre avec le reflet déformant que nous renvoie cette élite, celui d'un peuple déshérité, qui n'a ni racines, ni histoire, ni identité. Un peuple qui devrait sans cesse s'excuser d'être ce qu'il est. Et cette fois, je l'ai retrouvé chez notre présidente Marine Le Pen. Cette pugnacité, mais cette espérance aussi. Et il faut bien du courage pour espérer par les temps qui courent. Parmi les attaques de haute volée politique que m'opposent mes adversaires, il semblerait que je sois trop jeune. Il est vrai qu'ils ont du mal à comprendre cette jeunesse qui vote aujourd'hui majoritairement pour le Front National et a soif de rêves français. Mais comment osent-ils nous faire la leçon à nous, alors que c'est nous qui allons payer en lieu et place pour leurs échecs? C'est nous qui ferons les sacrifices des réformes qui n'ont que trop tardé. C'est nous qui seront les victimes des fous d'Allah au papier français. Nous qui serons les témoins de l'immense basculement de civilisation qu'ils n'ont su ni anticiper, ni empêcher. Autant vous dire que notre motivation est sans limite. Nous ne sommes ni des naïfs, ni des rêveurs. La mondialisation, nous sommes nés avec, nous savons qu'elle n'est pas une option. Nous ne sommes pas non plus des caricatures défendant l'autarcie et les barbelés. Ils ont voulu faire de ces hyper-régions des outils de démantèlement de la nation. Nous en ferons le moyen de son retour. Ils ont voulu faire le cheval de Troie de l'UE. Nous en ferons le rempart pour la patrie. Ils ont voulu en faire l'interlocuteur des métropoles et des intercommunalités déracinées et désincarnées. Nous serons le partenaire des communes et des départements, ces gestions vivants et de proximité. Cette campagne, c'est l'histoire d'une espérance, mais aussi d'une équipe, dont les membres incarnent chacun un peu de notre région et donc de notre France. Stéphane Ravier, l'enfant des quartiers nord de Marseille, le militant infatigable dont le franc-parler trouble la torpeur du parler du Luxembourg. Janine, 12 ans, je veux l'applaudir. Janine, 12 ans, membre de l'une des plus vieilles familles centenaires de France, qui a apporté cette tradition dans le monde entier, a été conseillère à la Chambre du commerce et à la Chambre prud'homale des Alpes de Haute-Provence. Incarnation de la jeunesse déterminée qui ne seront pas. Olivier Bettati, le signal de rassemblement, l'élu expérimenté et le viticulteur. Marc-Étienne Lansade, l'entrepreneur, vainqueur dès sa première élection, maire respecté dans le golfe de Saint-Tropez. Mais aussi tous nos colistiers, employés, ouvriers, indépendants, agriculteurs, artisans. Il n'y aura ni paillettes, ni strass, ni people, pas de pseudo-experts. Il n'y aura que des Français, des diplômés de la vie, qui viennent reprendre leurs droits dans leur région. J'ai le grand honneur de conduire cette liste. Il vous revient de la faire gagner, pas pour la gloire, pas pour les places, mais pour montrer l'exemple, pour ouvrir la voie, pour convaincre, pour défendre le seul bien de ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire la patrie. La patrie de Jaurès et la nation de Renan, lui qui en parle si joliment. La nation, c'est une âme, dit-il, un principe spirituel. Deux choses la constituent. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Alors, je vous le demande, voulez-vous que nous fassions encore de grandes choses ensemble ?